Le monstre du Loch Ness. Une légende qui court depuis des siècles. Plus de 1000 témoins directs affirment l'avoir vu, et souvent, images à l'appui. On a vu un long cou sortir de l'eau. Sa peau paraissait rugueuse, comme celle d'un éléphant. 26 personnes l'ont vu. Mais quelle vérité se cache derrière ce mythe qui intrigue le monde entier? Se pourrait-il que le monstre du Loch Ness existe vraiment? Le lac du Loch Ness, situé en Écosse, mesure 37 km de long pour une largeur de près d'1,5 km. Sa profondeur remarquable atteint 226 mètres. Ce loch, terme écossais qui désigne un lac, possède la contenance en eau douce la plus importante des îles britanniques. Selon une croyance répandue, il abriterait des créatures aquatiques préhistoriques, seules survivantes de la race des dinosaures éteintes depuis 65 millions d'années. Le nombre sans cesse croissant de témoignages semble corroborer l'existence d'un ou de plusieurs monstres. Robert Badger, plongeur. Il faisait environ 2 mètres de long, d'une forme cylindrique. Je ne l'ai vu qu'une seconde ou deux, j'ai compris ce que ça pouvait être, et je suis remonté aussi vite que possible. Val Moffel habite à proximité du lac. Il mesurait une dizaine de mètres et il était d'une couleur très sombre. David Munro, hôtelier. Je suis sûr que ce que nous avons vu était un animal vivant. Depuis les années 1930, on a enregistré une moyenne de 13 témoignages par an. Sans oublier les photos et les films innombrables qui montrent des formes suspectes et des sillons inexplicables agitant le lac. Aujourd'hui, grâce à des analyses précises, la science jette un éclairage nouveau sur les images du monstre. Cette photo de 1934 a fait le tour du monde. Celle-ci prise un quart de siècle plus tard. Et ce film datant des années 1960. De nouvelles théories scientifiques pourraient expliquer bon nombre de ces prétendus témoignages. Les caméras modernes atteignent des profondeurs autrefois inaccessibles. Nous allons mener l'enquête. Que se passe-t-il réellement au fond du Loch Ness ? Le monstre du Loch Ness a peut-être été vu pour la première fois il y a plus de 1000 ans, en l'an 565 de notre ère. Le missionnaire Saint Colomba aurait tenu tête à un monstre qui avait attaqué l'un de ses disciples sur le lac. Il aurait crié « Ne va pas plus loin et ne t'en prends pas à cet homme, va-t'en sur le champ ». Le monstre aurait alors disparu. Spécialiste des mythes, Miranda Holdhouse-Green pense que la légende est peut-être fondée sur un événement bien réel. La plupart des récits liés à ce monstre ont un fond de vérité. Ces chroniqueurs chrétiens se sont peut-être appuyés sur une histoire qu'ils avaient entendue, au sujet d'un gros poisson ou de signes d'agitation dans l'eau. Ils ont ensuite enjolivé. Il faut attendre plusieurs siècles pour que le monstre refasse parler de lui. Au début des années 1930, on enregistre une série de témoignages spectaculaires. Le 2 mai 1933, 2 hôteliers rapportent au Inverness Courrier, le journal local, qu'ils ont aperçu dans le lac une créature ressemblant à une baleine. Quelques semaines plus tard, le 22 juillet, le couple Spicer, en vacances dans la région, croit voir une créature traverser la route bordant le sud du lac, à 50 mètres de sa voiture. L'histoire se répand comme une traînée de poudre, attirant une armée de journalistes aux abords du lac. Les témoignages se multiplient. Moins d'1 an plus tard, une première photo du monstre fait son apparition. Elle est surnommée la photo du chirurgien, car c'est le respectable Dr Robert Wilson qui prétend l'avoir prise.
C'est un professionnel reconnu, aux antécédents irréprochables. Personne ne doute de l'authenticité du cliché. Le phénomène du Loch Ness fait le tour du monde. La photo montre distinctement la tête et le cou d'un animal sortant des eaux du lac. L'animal est dès lors surnommé Nessie. Les spéculations vont bon train. Il s'agirait d'une espèce préhistorique, peut-être d'un plésiosaure. Ce reptile aquatique disparu depuis bien longtemps pouvait atteindre environ 11 mètres de longueur. Pour ceux qui se passionnent pour le mystère, la preuve semble irréfutable. Pendant 50 ans, de nouvelles photos vont fleurir, mais celle de Robert Wilson reste la plus convaincante. Au début des années 1970, une expédition menée par l'Académie américaine des sciences réalise des clichés sous-marins qui secouent le monde scientifique. On y voit d'abord une nageoire, puis un corps, un cou et enfin la tête, rappelant une gargouille. De nombreuses personnes sont convaincues par ces images, pourtant des doutes subsistent. La communauté scientifique requiert d'autres preuves avant de se prononcer. Adrian Shine fait partie des sceptiques. À la tête d'une équipe britannique, le projet Loch Ness, il recherche depuis 30 ans des explications rationnelles à ces apparitions. Revenant aux fondamentaux, il pose des questions scientifiques simples sur la biologie et l'environnement du Loch Ness. Est-ce que le lac contient suffisamment de poissons pour nourrir de gros animaux? Que nous apprennent les températures? L'environnement lui-même peut-il éclairer les témoignages? Adrian Shine ne recherche pas une créature de 10 mètres de long rescapée de la préhistoire, mais un animal mesurant un tiers de millimètre de diamètre, le zooplancton. Si une espèce monstrueuse se cache au fond du lac, elle a nécessairement besoin de grandes quantités de poissons. Ces derniers sont à leur tour dépendants de la présence massive de zooplancton. Sans chaîne alimentaire, pas de monstre du Loch Ness. Il est possible d'évaluer l'étendue de cette chaîne alimentaire en mesurant à quelle profondeur pénètre la lumière du soleil. Le zoologiste David Martin est spécialisé dans les eaux douces. Il utilise un disque de Secchi pour effectuer ces mesures. On va le perdre de vue. Je le remonte. Et ça fait 1, 2, 3 mètres. Au-delà de 3 mètres, on perd la luminosité. La tourbe en suspension, déversée dans le lac par les cours d'eau avoisinants, empêche la lumière de descendre plus bas. Les algues vertes, premier maillon de la chaîne alimentaire, ne peuvent pas se multiplier dans l'obscurité. Sans ces algues, le zooplancton microscopique ne peut pas se sustenter. Ceci empêche la prolifération des petits poissons, privant de nourriture les prédateurs plus volumineux. De plus, Nessie ne peut pas être un spécimen unique. Les monstres du fond du lac doivent être assez nombreux pour pouvoir se reproduire. Selon les chercheurs, la quantité de poissons vivant dans les eaux du Loch Ness ne dépasse pas 17 à 24 tonnes. C'est relativement peu pour un lac de cette importance, et cela permettrait seulement à une dizaine d'animaux de 226 kg de se maintenir en vie. Richard Forrest est spécialisé dans l'étude des plésiosaures. Selon lui, 10 spécimens ne suffiraient pas à assurer la reproduction d'une colonie. Il faudrait 30 ou 40 individus pour assurer la survie de l'espèce. En outre, une colonie de plésiosaures ne passerait pas inaperçue. Leur système respiratoire ne leur permettrait pas de rester sous l'eau plus de quelques heures. Un animal à respiration aérienne qui vivrait dans le Loch Ness remonterait souvent à la surface. S'il y avait une population de plésiosaures, on pourrait les observer quotidiennement, car chacun d'entre eux viendrait respirer à la surface plusieurs fois par jour.
De plus, ils ne pourraient sans doute pas pointer leur cou et leur tête hors de l'eau, comme l'ont prétendu certains témoins. Un plésiosaure serait incapable de faire cela, car son cou n'est pas assez souple. Les os sont imbriqués et surmontés de longues vertèbres. Le cou ne pourrait pas sortir de l'eau à la verticale. Il semble donc peu probable que Nessie soit un plésiosaure. Faut-il en conclure que des centaines de témoins se sont trompés? Le lac contiendrait-il assez de nourriture pour accueillir d'autres espèces? Peut-être un poisson géant ou un reptile inconnu et monstrueux tapi au fond du Loch Ness? Pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une chose à faire. Nous allons plonger dans les eaux troubles et mystérieuses du Loch Ness. Aucune caméra n'est jamais descendue à cette profondeur, tout au fond, dans la tanière de Nessie. Face à ceux qui pensent qu'un monstre préhistorique vit au fond du Loch Ness, une objection s'impose. Les espèces préhistoriques éteintes ne peuvent pas réapparaître ainsi à l'improviste. C'est du moins ce que pensaient les scientifiques. Jusqu'en 1938. Cette année-là, des pêcheurs sud-africains attrapent un énorme poisson que l'on croyait disparu depuis 80 millions d'années. Il s'agit d'un sélacanthe qui peuplait déjà nos océans il y a 360 millions d'années. Une espèce si ancienne qu'elle pourrait être apparentée aux premiers poissons qui ont conquis la terre ferme. Les mouvements de ses nageoires pectorales et pelviennes rappellent ceux de nos bras et de nos jambes. Le Muséum d'histoire naturelle de Londres détient de nombreux spécimens de poissons. Oliver Creeman, conservateur du musée, s'occupe de cette collection exotique qui comprend un sélacanthe. C'est comme si on avait découvert un dinosaure vivant. Nous n'avions aucune raison de penser qu'on trouverait encore des sélacanthes sur Terre. Le sélacanthe a peu de chances d'être notre monstre du Loch Ness, mais sa découverte a encouragé les chasseurs de monstres. Elle a prouvé que des espèces que l'on pensait disparues pouvaient parfois défier la science. S'il a fallu sillonner les océans pour trouver un sélacanthe, le Loch Ness offre une surface plus raisonnable. Mais ces eaux tourbeuses et noirâtres ont longtemps empêché toute exploration par des plongeurs. Les passionnés devaient se contenter de photos et d'images filmées hors de l'eau. Mais l'arrivée du sonar a changé la donne. Les ondes sonores permettent d'avoir une vue bien plus précise de cet univers trouble. Il n'y a pas beaucoup de poissons. C'est typique du Loch Ness. Si de mystérieux animaux géants peuplent le Loch Ness, la technologie du sonar devrait nous permettre de déterminer leur présence. Mais ce procédé a lui aussi ses limites. Sa portée est relativement faible. C'est un peu comme si l'on balayait le lac à l'aide d'une lampe torche géante. Seuls les animaux traversant le rayon seraient visibles. Dans ce lac immense, l'ampleur de la tâche est décourageante. Pourtant, plusieurs expéditions équipées de sonars ont tenté de résoudre le mystère. L'opération Deep Scan reste la plus importante à ce jour. En 1987, des bateaux sont déployés sur toute la largeur du lac. Chacun d'entre eux porte un sonar. Une chose est sûre, aucun animal préhistorique rôdant au fond des eaux ne pourrait échapper à cette exploration minutieuse. The team of scientists said tonight they'd made sonar contact with a large unidentified object. They described it as of unusual strength and size. Cette découverte pousse l'expédition à retourner sur les lieux, toujours armée de sonars. S'agirait-il d'une preuve déterminante? La zone est de nouveau balayée, mais il s'avère que l'objet détecté dans un premier temps n'est qu'un amas de débris au fond du lac. Tout espoir n'est pas perdu. 3 des images obtenues par sonar ne montrent pas des débris fixes. Mais selon Adrian Shine, il faut chercher d'autres explications pour ces clichés. Nous avons pensé qu'il pourrait s'agir de phoques qui étaient entrés dans le lac. Les dimensions correspondaient. Même si le relevé n'est pas clair, cela ne veut pas dire qu'on a trouvé le monstre du Loch Ness. Malgré cette expédition, impossible de prouver la présence d'animaux de grande taille. Pourtant, les témoignages continuent.
Le monstre pourrait-il se trouver hors de portée des sonars? Peut-être dans une cavité au fond du lac. Dans la région, la légende veut que l'animal se cache dans une tanière, une sorte de grotte. Quelques années après l'opération Deep Scan, une découverte vient renforcer la thèse d'un repère de ce type. Un garde-côte écossais nommé George Edwards mesure la profondeur du lac à l'aide d'un échosondeur numérique. Il constate une valeur bien supérieure aux 226 mètres officiels. C'est l'endroit le plus profond du Loch Ness qu'on ait mesuré à ce jour. La profondeur atteint 248 mètres. C'est ce que j'ai enregistré le 1er novembre 1989 lors d'un exercice de garde-côte. Ce relevé suggère l'existence d'une cavité où d'éventuels animaux marins auraient pu échapper au balayage effectué par l'expédition Deep Scan. C'est à peu près ici. J'ai réalisé cette mesure plusieurs fois, mais l'endroit est difficile à localiser précisément. Le signal révèle une profondeur de plus en plus importante. Ce jour-là, la valeur indiquée par le sonar est de 244 mètres. Après avoir repéré ce point précis, nous envoyons une caméra sous-marine conçue par le projet Loch Ness afin d'explorer le repère de Nessie. Nous faisons descendre la caméra le long de la paroi et nous allons étudier la composition des parois de la baie d'Urquhart et voir si elles confirment les histoires qu'on raconte au sujet d'une grotte. Au bout de quelques minutes, la caméra atteint le fond du lac. Ici, la lumière est quasi inexistante et la température glaciale. Trouve-moi des grottes! Si ce n'est pas une grotte, c'est peut-être un rebord qui permet d'échapper aux ondes du sonar. Des rochers, une paroi argileuse bien droite. Malgré le mythe entourant la tanière de Nessie, le fond du lac est une surface plane. Aucune cavité, pas même un décrochement. Du reste, ce n'est pas étonnant car les roches sont particulièrement dures. La faille de Great Glen s'est formée dans des conditions de pression et de chaleur extrêmes, lors de la collision des continents qui a modelé l'Écosse il y a des millions d'années. Par la suite, une série de glaciers a donné au Loch Ness sa forme de vallée en U. Le dernier de ces glaciers a fondu il y a 11 000 ans. Stuart Monroe, géologue, est expert dans la topographie de l'Écosse. Si nous avions été dans la région il y a 11 000 ans, nous aurions assisté au retrait du glacier. Mais si le lac s'est formé il y a un peu plus de 10 000 ans, comment une colonie d'animaux préhistoriques pourrait-elle peupler les lieux depuis 65 millions d'années? Le monstre aurait-il pu venir de la mer à la fin de la période glaciaire? On sait qu'une inondation importante a eu lieu à cette époque. Celle-ci aurait donc pu entraîner Nessie depuis la mer vers le lac. Le monstre serait resté sur place après la baisse du niveau de l'eau. L'inondation provenait de cette vallée nommée Glenroy, à 30 km au sud du Loch Ness. Ces traces laissées sur le littoral montrent que la région était autrefois sous l'eau. Le glacier retenait cette eau à la manière d'un barrage naturel jusqu'à la fonte des glaces. Généralement, en géologie, on parle de phénomènes observés sur plusieurs millions d'années. Mais cet événement-là s'est produit en une journée. L'équivalent d'un tiers du volume du Loch Ness provient de Glenroy. L'eau a ensuite poursuivi sa route vers la mer, en direction de l'actuelle ville d'Inverness. L'inondation de cette étroite bande de terre séparant le Loch Ness de la mer aurait pu permettre à Nessie, peut-être accompagné de ses petits, de nager vers l'intérieur des terres et de s'installer dans le lac. L'hypothèse tient debout, mais comment la vérifier? En 1994, des chercheurs prélèvent des carottes de boue au fond du lac. Ces échantillons montrant l'empilement des couches de sédiments sont un témoignage saisissant des 10 000 dernières années.
Il reflète les changements climatiques, les pluies acides et montre même l'impact de la catastrophe de Tchernobyl. Mais on ne trouve aucune trace d'eau salée qui aurait touché le Loch Ness depuis la dernière glaciation, il y a 10 000 ans. Il n'y a toujours aucune preuve convaincante que la mer soit venue jusqu'ici depuis la dernière glaciation. Dans ce cas, il est impossible que des animaux aient pu s'introduire dans la région depuis l'océan au cours d'une inondation. L'autre entrée possible, c'est la seconde extrémité du lac, qui rejoint le fleuve Ness, large mais peu profond. Aujourd'hui, c'est ainsi que des saumons et parfois des phoques ou d'autres animaux peu courants pénètrent dans le lac. Ainsi, en 1932, une jeune femme aperçoit dans le cours d'eau un animal ressemblant à un crocodile. Il est doté d'un cou assez court, d'un long groin et de ce qui ressemble à des défenses. Se fondant sur cette découverte, Adrian Shine formule une hypothèse étonnante pour expliquer le mystère. Il estime que Nessie pourrait bien être cette créature gigantesque et monstrueuse. Ce spécialiste de l'étude du Loch Ness est d'avis que les témoins qui pensent avoir vu un monstre ont peut-être en réalité croisé la route d'un poisson de très grande taille, comme les sturgeons d'Europe. Oliver Creeman, ichtyologiste au Muséum d'histoire naturelle, nous présente un esturgeon géant. Voici la tête d'un très grand esturgeon. Pour vous donner une idée de ses proportions, celui-ci faisait plus de 3 mètres de long. Parmi les candidats potentiels au titre de monstre du Loch Ness, l'esturgeon est sans doute le mieux placé. On le trouve parfois au Royaume-Uni. C'est un poisson monstrueux, doté d'une nageoire dorsale ondulée. Il présente des écussons osseux qui correspondent à de nombreux témoignages. Les archives montrent que des esturgeons croissent parfois au large de la côte écossaise. Ainsi, en 1871, un spécimen énorme a été pêché près de l'embouchure du fleuve Ness qui alimente le lac. Mais selon Adrian Shine, ces poissons monstrueux ne peuvent pas tout expliquer. Les esturgeons nagent lentement. Ils ne pourraient donc pas créer les mystérieux sillages observés dans le lac. Steve Felsham, chercheur indépendant sur le phénomène de Nessie. Je l'ai vu nager contre les vagues, aussi vite qu'une torpille. La science propose également des explications à ce phénomène. Le sillage des bateaux reste visible à la surface de l'eau pendant un certain temps. Les embarcations disparaissent rapidement du champ de vision en raison de l'étroitesse du lac. Dès lors, ces remous semblent animés d'une vie propre. Une fois que l'eau est en mouvement, les ombres projetées par les collines à pic, qui bordent le lac, se mêlent aux teintes sombres des eaux du Loch Ness pour créer des formes qui peuvent aisément évoquer un monstre. Certaines images de ces remous ont tout de même donné du fil à retordre aux plus sceptiques pendant plus de 40 ans. Il s'agit du film tourné par Tim Dinsdale. Aujourd'hui encore, certains le considèrent comme la preuve la plus convaincante de la présence d'un monstre préhistorique dans le lac. Inspiré par la légende, Tim Dinsdale, un jeune Anglais ingénieur en aéronautique, se rend au bord du Loch Ness le matin du 23 avril 1960, armé d'une caméra 16 mm. En longeant le lac, il aperçoit une forme progressant rapidement dans l'eau. Après l'avoir observé à travers ses jumelles, il est convaincu qu'il s'agit d'une créature monstrueuse qui file à la surface. Tim Dinsdale réussit à capter sur sa pellicule le sillage de la bête. Ces quelques images vont devenir un jalon incontournable de la légende du Loch Ness. Elles semblent tellement stupéfiantes que leur analyse est confiée au JARIC, le centre des services britanniques de renseignement aérien, qui rassemble les experts en photographie les plus pointus du pays. Selon les conclusions de l'enquête, il ne s'agit sans doute pas d'un objet de fabrication humaine. Émanant d'une source qui fait autorité, ce rapport va assurer au film de Tim Dinsdale une place de choix dans la mythologie du Loch Ness.
Mais il reste une énigme à élucider. En effet, un minuscule point blanc apparaît à l'image. Ceux qui croient en l'existence du monstre estiment qu'il s'agit d'un défaut de la pellicule en celluloïd d'origine. Sans doute un grain de poussière qui s'est posé sur la surface du film au développement. Quant à Adrian Shine, qui a le premier identifié cette tâche grâce à un ordinateur performant dans le cadre du projet Loch Ness, il doute de l'authenticité des images. Nous avons retrouvé David Oxley, qui a participé en 1966 à l'analyse des images par les services gouvernementaux. Grâce aux technologies de pointe, il va tenter de trancher définitivement ce débat qui dure depuis une quarantaine d'années. La forme qui apparaît dans le film de Tim Dinsdale est-elle une preuve irréfutable de l'existence de Nessie? Pour l'épauler, David Oxley a fait appel à deux spécialistes de l'imagerie médico-légale, Jackie Pestel et Terry Foley. L'équipe se concentre sur la séquence qui montre ce soi-disant monstre traversant le lac. Terry Foley commence par numériser la vidéo pour l'importer dans son ordinateur. Il améliore le contraste et agrandit l'image. Il isole ensuite certains photogrammes provenant de divers moments du film. Jackie Pestel les étudie à l'aide d'un appareil stéréoscopique permettant de superposer deux photogrammes. Si le minuscule point blanc est dû à un défaut de la pellicule, alors il apparaîtra sur un seul photogramme. S'il s'agit d'un composant réel appartenant à la forme qui traverse le Loch Ness, il sera visible sur les deux images. Grâce à l'appareil stéréoscopique qui permet une vue en 3 dimensions, il se détachera nettement de l'arrière-plan. Ce point discret apparaît sur plusieurs photogrammes, en tout cas sur les deux que nous avons sélectionnés. 40 ans après la petite révolution causée par le film de Tim Dinsdale, il s'avère que la petite tache blanche ne peut pas être un défaut de la pellicule. Si tel est le cas, il n'y a plus qu'à en tirer les conséquences. Ma conclusion, c'est qu'il s'agit d'un élément qui est en permanence à l'image. Il ne peut s'agir que d'un batelier, de la personne qui fait avancer l'embarcation sur le lac. Quant à David Oxley, est-il prêt à revoir ses conclusions déterminantes 4 décennies plus tard? Je pense qu'il s'agit d'un objet inanimé. Effectivement, il correspond davantage à la forme d'un bateau qu'à celle du monstre du Loch Ness. Dans un autre document, le très respecté Tim Dinsdale a par ailleurs aussi filmé un bateau pour servir de comparaison. On le voit clairement ici. J'avoue que je ne pourrais pas vous affirmer avec certitude, la main sur le cœur, qu'il s'agit d'un animal, d'un élément naturel ou d'un bateau qui s'éloigne. Je ne pourrais pas faire ça. Mais je peux vous donner mon opinion. À mon avis, on dirait plutôt un bateau de petite taille, vu de loin, qui traverse le Loch Ness. Il a fallu 40 ans pour éclaircir ce mystère. La science réétudie en permanence les autres preuves de l'existence du monstre. On a ainsi fait la lumière sur l'image d'une bosse de Nessie datant de 1955, mais aussi sur le cliché le plus célèbre du monstre du Loch Ness, la photo du chirurgien. Ce sont donc 2 photos particulièrement emblématiques qui ont pu être percées à jour grâce à ces recherches récentes. Dick Raynor est fasciné par la légende du Loch Ness. Il enquête pour découvrir la vérité. Cette passion l'habite depuis qu'il a 17 ans. À l'époque, il faisait partie d'un groupe de passionnés qui s'était baptisé Bureau d'investigation du Loch Ness. Pendant des années, il a cru détenir ses propres images du monstre. Ce film semble montrer la créature qui file à la surface du lac. Mais 14 ans plus tard, il observe des remous similaires dans l'eau et doit déchanter. J'étais à moins de 100 mètres. J'ai vu qu'il s'agissait d'une famille de Harles, une femelle et 7 ou 8 petits, qui ont rasé la surface avant de ralentir.
Après cet épisode, Dick commence à douter sérieusement de la légende. Il décide de prouver que de nombreux témoignages sont en réalité fondés sur des observations d'oiseaux, d'autres animaux ou même de bateaux. Voici un film tout à fait représentatif, provenant des archives de Dick Raynor. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit d'un dos arrondi, d'un cou et d'une tête. Mais il ne faut que quelques secondes pour s'apercevoir qu'il s'agit en fait d'une nuée d'oiseaux. Résolu à découvrir la vérité, Dick Raynor décortique depuis 20 ans les célèbres images de Nessie. Il s'est notamment intéressé à ce cliché montrant deux bosses volumineuses dans l'eau. C'est Peter McNab, un banquier, qui a pris cette photo près du château d'Urquhart en 1955. J'ai remarqué 2 lignes supplémentaires derrière la trajectoire du monstre. En les prolongeant, j'ai constaté qu'elles convergeaient toutes vers un même point. J'ai donc pensé qu'il s'agissait peut-être des remous provoqués par le passage d'un bateau. Tentons une expérience simple. Nous plaçons un appareil photo sur la rive où s'était positionné Peter McNab. On peut alors observer le sillage laissé par les bateaux après leur passage. Notre bateau avance vers le château, suivant la trajectoire montrée sur le cliché. Après quelques minutes, nous obtenons des vaguelettes qui évoquent effectivement les bosses d'une créature marine. C'est donc sans doute le sillage d'un bateau passé quelque temps auparavant que l'on voit sur la célèbre photo de Peter McNab. Notre passionné du Loch Ness s'est également penché sur certaines images plus récentes du monstre. En l'an 2000, Bobby Pollock, un facteur écossais, se promène sur une colline surplombant le lac. Il perçoit un mouvement dans l'eau, plusieurs centaines de mètres plus bas. À l'aide de sa caméra, il filme une petite forme noire qui bouge de façon imprévisible dans l'eau. Est-ce la preuve de l'existence du monstre ? Bobby Pollock connaît une petite heure de gloire médiatique grâce à sa vidéo. Mais lorsque Dick Raynor l'analyse de près, il découvre un indice essentiel à ses yeux. On distingue sur le bord droit de la photo ce qui semble être 2 canoës-kayaks au bord du lac. La forme mystérieuse serait en réalité l'un des 2 kayakistes en train de nager, peut-être vêtu d'une combinaison noire. Ce qui renforce la thèse selon laquelle il s'agirait d'un nageur, c'est qu'on perçoit un mouvement du bras à certains moments du film, comme si la personne nageait en dos crawlé. Mais une autre image semble résister à toute explication. C'est la photo du chirurgien, l'une des pièces fondatrices du mythe. La photo du chirurgien est un symbole. C'est la représentation que la plupart des gens ont de Nessie. C'est leur Nessie reconnaissable instantanément. Mais il reste une énigme à son sujet. Dans les années 1930, la photo du chirurgien fait sensation. Elle semble apporter la preuve de l'existence du monstre. Son auteur est un chirurgien respecté et absolument digne de confiance. Pourtant, la photo cache une histoire de supercherie et de vengeance. L'histoire commence en 1933. Un journal anglais engage Marmaduke Wetherell, chasseur de gros gibier, pour traquer le monstre du Loch Ness. Au bout de quelques jours, celui-ci prétend être sur sa trace. Il aurait trouvé des empreintes gigantesques au bord du lac. Le quotidien Le Daily Mail annonce cette réussite au monde entier. À la fin de l'année 1933, des moulages des traces de pas sont envoyés au Muséum d'histoire naturelle de Londres pour être étudiés. Une semaine plus tard, le musée rend un verdict sans appel. Il n'y a aucune différence entre les traces de pas du monstre et celles d'un hippopotame. Marmaduke Wetherell a donc tenté de tromper le monde en créant de fausses traces à l'aide d'un cendrier en forme de pattes d'hippopotame, un souvenir de ses années de chasse. Déshonoré, l'homme retourne au Loch Ness pour se venger. Cette fois, il emporte un modèle réduit du monstre, fabriqué à partir d'un sous-marin jouet surmonté d'un cou et d'une tête de dinosaure en plastique. C'est son beau-fils Christian Sperling qui a réalisé l'objet.
Il a dit à son beau-fils Christian, « Ils veulent du monstre, je vais leur en donner. » Le chasseur ne se contente pas de photographier le jouet sur le lac. Il va encore un peu plus loin. Après le scandale provoqué par la patte d'hippopotame, il sait que personne ne le croira s'il produit une nouvelle photo. Il persuade donc Robert Wilson, un respectable chirurgien londonien, de participer à cette mystification. Robert Wilson a un faible pour les canulars. Il se présente à la presse comme l'auteur de la photo. La farce fonctionne. La photo du chirurgien est reconnue comme une preuve de l'existence de Nessie. On a peine à croire que l'affaire n'ait pas été éventée pendant 50 ans. De petits groupes de gens connaissent la vérité derrière ce canular. Mais le grand public n'en savait rien. Comment une maquette sommaire a-t-elle pu tromper le monde entier? David Martin nous le montre en plaçant un objet de forme similaire sur le lac. La photo publiée dans la presse à l'époque était en fait recadrée. La version intégrale montre une portion de terre. L'objet a donc été placé non loin du rivage. Nous suivons cette piste. Le cliché d'origine montre également une série d'ondulations caractéristiques. Nous ajoutons quelques vagues. David Martin est ravi d'avoir pu recréer les conditions et prend une photo. À l'aide d'un logiciel de retouche, il est possible d'en faire une photo noir et blanc à l'ancienne. Mis côte à côte, les deux clichés sont très proches. Voilà donc un canular extrêmement simple et pourtant très efficace. Nous avons fait toute la lumière sur l'un des éléments clés de la légende. De nombreux témoignages mystérieux restent pourtant inexplicables. Faut-il chercher une autre explication? Plusieurs témoins oculaires auraient-ils imaginé avoir vu le monstre? La légende aurait-elle influencé ces chasseurs de monstres? Hélène Ross est psychologue. Elle étudie les phénomènes hallucinatoires. Selon elle, le mythe est tellement puissant que certains témoins, en apercevant des objets banals dans l'eau, en arriveraient à se convaincre qu'il s'agit du monstre. Lorsqu'ils sont confrontés à une forme indéfinissable, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils voient. Cela peut avoir des effets curieux. C'est comme ceux qui croient voir des visages dans les flammes ou toutes sortes d'animaux dans des taches d'encre. Hélène Ross s'apprête à reproduire une expérience réalisée il y a quelques années par le projet Loch Ness. Elle y ajoute sa touche personnelle. Nous allons conduire cette expérience dans 2 endroits, sur le Loch Ness et sur le lac Estuary, à l'université de Stirling, pour voir si les gens réagissent différemment selon le cadre. Un morceau de bois est déposé sur l'eau dans chacun des 2 lacs. Ce test montrera si les témoins transforment cet objet ordinaire en monstre marin. Nous allons filmer la réaction des témoins à l'aide de nos caméras. À l'issue du test, Hélène révélera qu'il s'agit d'une mise en scène, puis elle leur demandera de dessiner ce qu'ils ont vu. Les gens risquent d'y projeter leur imaginaire et de voir un monstre dans cette forme, notamment au bord du Loch Ness. Il est essentiel que l'aspect de l'objet n'évoque surtout pas un monstre. C'est important de prendre un objet tout simple et non un faux monstre. Ainsi, nous verrons si les témoins l'enjolivent en fonction de leur imagination. Le premier bateau de la journée apparaît. Nous attendons les touristes qui, eux, ne soupçonnent rien. Ils pensent que notre équipe est ici pour filmer le joueur de cornemuse. Rapidement, une foule vient admirer le musicien. En arrière-plan, le faux monstre du Loch Ness semble lever la tête à plusieurs reprises. Plusieurs personnes finissent par repérer quelque chose dans l'eau. Hélène entreprend de les questionner. Qu'avez-vous vu? Je crois que j'ai vu des petits Nessie, des jouets, à 2 reprises dans le lac. C'est clairement ça. Une sorte d'appareil sous-marin? Peut-être un sous-marin, je ne sais pas. On dirait le tube respiratoire de Nessie. Le bruit l'a dérangé. Un jeune garçon se précipite depuis la route après avoir vu notre leurre. J'ai cru voir Nessie, mais en fait c'était un morceau de bois. Mais tu as cru que c'était Nessie?
Je suis sûr qu'il existe. Il a cru voir le monstre de loin et il est accouru pour en avoir le cœur net. Quand il a constaté que ce n'était qu'un bout de bois, il a été très déçu. La plupart des témoins dessinent un objet qui ressemble au morceau de bois. Mais le jeune garçon lui adjoint un corps. Selon notre petite expérience, un touriste sur 10 enjolive ce qu'il observe. On voit bien comment les preuves visuelles ont pu se multiplier au fil des ans, simplement parce que les témoins avaient envie de voir Nessie. Nous reproduisons l'expérience à l'université de Stirling, afin de vérifier notre hypothèse. L'équipe s'installe près d'un pont très fréquenté par ses étudiants qui ne se doutent de rien. Le morceau de bois déposé dans l'eau est un peu plus petit, proportionnellement à la taille de ce lac. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne suis pas sûre. On dirait un bâton. Qu'est-ce que c'est? Un bâton qui oscille. Ça ressemble à un bâton? Quelque chose qui dépasse un bâton? Les démonstrations psychologiques ne sont pas des preuves incontestables, mais celles-ci dévoilent les attentes des visiteurs du Loch Ness. Ceci peut influencer la façon dont ils perçoivent des objets très ordinaires. Parmi les milliers de personnes qui scrutent l'eau en essayant d'apercevoir quelque chose, il n'est pas étonnant qu'un ou deux individus soient sincèrement convaincus d'avoir vu le monstre. Des sceptiques, comme les membres du projet Loch Ness, estiment que la topographie exceptionnelle du lac ajoute encore à la confusion. Adrian Shine pense que deux facteurs contribuent à créer des illusions d'optique sur le lac. Tout d'abord, le Loch Ness est une vraie soufflerie. Il est battu par les vents vigoureux soufflant du sud-ouest vers le nord-est. De plus, en raison de leur profondeur remarquable, les eaux du lac ne sont jamais très chaudes en été, ni très froides en hiver. Le Loch Ness ne gèle jamais. En hiver, les eaux relativement chaudes rencontrent l'air froid, ce qui peut créer des mirages à la surface. Quant aux vents qui soufflent à la fin de l'été, ils sont à l'origine d'un phénomène extraordinaire appelé sèche. Comme le montre cette illustration, une sèche se forme lorsque la couche supérieure, rouge et chaude, entre en contact avec la couche bleue, plus froide. Le vent génère le mélange des deux couches. Ceci provoque l'apparition d'une vague sous-marine qui met en mouvement la surface du lac. Lorsque la couche chaude passe au-dessus de l'eau froide, elle provoque un mouvement oscillatoire quasi invisible pour nous. La couche supérieure met une trentaine d'heures à parcourir toute la longueur du lac. Lorsqu'elle atteint l'extrémité, elle fait le trajet inverse, cette fois en avançant contre le vent. Des débris comme une bûche portée par la couche supérieure de l'eau semblent alors nager contre le vent. Ces archives exceptionnelles montrent clairement une bûche portée par une sèche. Si je vois un objet flotter sur le lac, je penserai d'abord qu'il s'agit d'une bûche. Mais si je constate qu'il avance contre le vent, je vais arriver à la conclusion que c'est un animal qui nage. Adrian Shine estime que c'est en voyant ces morceaux de bois ou autres débris qui semblent animés de vie que certains témoins ont cru apercevoir le monstre. Plusieurs cours d'eau différents charrient des morceaux de bois dans le Loch Ness. Ils sont ensuite poussés vers le centre du lac par un courant sous-marin appelé circulation de Langmuir. La branche se trouve alors en position d'être soulevée par une sèche dès que le vent soufflera sur le lac. Mais les observateurs risquent-ils vraiment de confondre une branche avec un monstre? Tentons l'expérience en remorquant une branche sur l'eau au bout d'une corde. De nombreux témoins affirment avoir vu le dos du monstre, tandis que d'autres évoquent une tête et un cou. Nous choisissons une branche au hasard. Avec une lumière favorable et un morceau de bois adapté, notre monstre du Loch Ness apparaît dans toute sa splendeur.
Beaucoup de témoignages récents se sont sans doute fondés sur des animaux qui nageaient, des remous causés par des bateaux, des poissons de grande taille ou des branches. Pourtant, la légende se perpétue, année après année. Luigi Picardi, spécialiste italien de la géologie méditerranéenne, propose une autre théorie pour expliquer certains témoignages plus anciens. Selon lui, leur origine pourrait être sismique, ce qui peut sembler étonnant. Pour Luigi Picardi, ce sont bien des tremblements de terre qui pourraient expliquer la genèse de la légende qui nous intéresse. Selon lui, l'activité sismique présente sous le lac pourrait créer des perturbations à la surface de l'eau, donnant l'illusion de la présence d'un monstre. Le scientifique étudie actuellement les mythes grecs. Il estime que la mythologie antique, qu'elle soit grecque, écossaise ou de toute autre origine, offre de nombreuses réponses. On se rend compte que de nombreux phénomènes décrits dans la mythologie s'apparentent aux effets des séismes violents. Il affirme que ces théories ne s'appliquent pas seulement au monde antique méditerranéen, elles valent aussi pour les légendes marines. Certains géologues estiment qu'un séisme survenu en 1991 au Guatemala renforcerait cette thèse. À l'époque, des scientifiques à la recherche de traces de la civilisation maya assistent à un tremblement de terre qui produit des turbulences dans un lac de la région. Le choc sismique provoque des vagues rappelant fortement les mythes liés aux serpents qui font partie des légendes du pays. Des phénomènes sismiques de même type pourraient être à l'origine des apparitions supposées sur le Loch Ness. Rappelez-vous, le lac est situé sur la faille de Great Glen, née du choc des continents qui a formé l'Écosse il y a 400 millions d'années. Toutefois, le seul récit de turbulences aquatiques causées par un séisme remonte à plus de 2 siècles. Le lac avait alors été secoué par un tremblement de terre d'envergure. Son épicentre se trouvait à Lisbonne, au Portugal, soit à plus de 1500 km de là. Les archives indiquent qu'une vague de près d'1 mètre de haut a été observée sur le lac. Roger Musson, sismologue en chef au Centre de géologie britannique, n'adhère pas à cette thèse. S'il admet que des secousses sismiques ont déjà agité le Loch Ness, le scientifique pense que la région présente une activité trop faible. On peut affirmer que, quelle que soit l'origine des apparitions du monstre sur le Loch Ness, elles ne sont pas dues à des tremblements de terre. Luigi Picardi souligne pour sa part que la ville d'Inverness a fait renforcer son pont selon les normes antisismiques en raison des secousses récurrentes. Celle-ci pourrait toucher le Loch Ness qui ne se trouve qu'à 16 km. Il compte réaliser une étude sismique complète afin d'illustrer sa théorie. Récapitulons. De nombreux témoignages recueillis peuvent être expliqués par des phénomènes naturels. Les vagues, les oiseaux, les mammifères tels que les phoques, mais aussi les poissons géants comme les esturgeons ont sans doute contribué à perpétuer le mythe. En raison des seiches sous-marines, certains débris et morceaux de bois ont pu être confondus avec des créatures étranges. Mais aucune preuve tangible, os ou carcasse n'a été trouvée à ce jour. Les éléments concordent. Nessie ne serait donc qu'un mythe, une légende perpétuée par le genre humain qui souhaite à tout prix croire que notre monde recèle encore des mystères. Nous avons envie d'explorer l'inconnu, de découvrir des mystères. Nous sommes une espèce très curieuse. Un jour, peut-être, le Loch Ness révélera une espèce monstrueuse que l'on pensait éteinte, défiant la science une fois de plus.